Bonjour les amis, aujourd'hui je vais lire la troisième de mes nouvelles consacrées aux péchés capitaux. Les péchés capitaux, il en existe 7 dans l'optique traditionnelle. J'insiste sur le fait qu'il s'agit bien de nouvelles et pas du tout d'essais théoriques. Ici je traiterai de la colère. La colère, je la traite ici plutôt dans ses aspects sociaux et éventuellement politiques qu'individuels ou personnels. Autre chose, je n'irai pas à la fin, cette fois, du texte. Ces textes sont destinés à la publication, donc il suffira de lire l'ouvrage quand il sera publié. Enfin, pour de plus en plus d'explications, vous pouvez écouter la présentation de la première de ces nouvelles qui est consacrée à la gourmandise, avec l'illustre personnage de Balladur le dindon. Voilà, bon visionnage, bonne écoute et à bientôt. Colère. L'Occident, c'est fini, entend-on dire partout, en cette année de grâce 2090, c'est fini. Les vieux usages continuent encore un peu, mais plus pour très longtemps. Les faux semblants de la démocratie, la domination ripollinée d'une micro-élite fortunée, les laïus grossièrement naïfs de la plupart de ses adversaires. Mais cela ne durera plus longtemps. Tout est en train d'apparaître par les fissures et de surgir sur les décombres de ces dernières années de catastrophes annoncées. On peut voir à ligne nue, aujourd'hui, avec une sorte d'obscénité, comment se chevauche et s'affronte l'aplatissement absolu, mollement libertaire et intensément petit bourgeois, et avec lui l'attirance naïve vers la nature et l'aspiration infantile au symbole disparu et à l'ordre, du moins le besoin d'un ordre. Comme je le vois bien en observant les résultats des 3 ou 4 dernières élections et l'agitation incessante dans les rues européennes, pas seulement dans les grandes métropoles, mais jusque sur les places des villages, jusqu'à la Meuse et la Creuse. Comme l'indique aussi tout ce qui se passe dans les médias et tout ce renversement des vieux parapets, la population soutient avec ardeur le retour et le développement de pratiques de type chamanique. En témoigne l'effigie omniprésente de quelques vieux maîtres, comme Jean pas si mal cuit, le grand spécialiste théâtral et grandiloquent des peuplades du Grand Nord. Vivre enfin dans la nature, oui, vivre avec en eux et grâce à eux, grâce aux êtres qui la peuplent, aux forces naturelles, et capter sans cesse l'énergie rayonnante des plantes et des animaux, et même des rochers, leur âme, et opérer à nouveau, après plusieurs millénaires d'interdiction, puis de disparition, les antiques sacrifices au ciel et aux forces cosmiques, quitte à les réinventer. Et puis, du haut de ma tour d'ivoire, sur la ligne de la frontière, je constate qu'on adopte toujours plus massivement les solutions. Des solutions que dictent à la fois la bonne conscience écologiste et le conservatisme. Les parcs à rats, qui évitent d'affreux massacres et où chaque famille au moins peut acheter au moins un bébé rat, l'adopter et lui inculquer les bonnes manières. Les tribunaux où l'on juge à l'unanimité d'un jury de 20 000 personnes dans les stades, l'eugénisme volontaire et l'élimination discrète des enfants trop grands, des enfants trop petits, des Asperger et des bipolaires, des écrivains et des artistes pour lesquels l'art est davantage qu'une stratégie d'insertion tribale, et la lecture obligatoire de Michel Onfray Hebdo, le matin à l'école, l'étude poussée de l'œuvre d'Éric Zemmour,
le remplacement des ancestrales sanctions physiques par les sanctions mentales et la punition de ceux qui prétendent à un moment ou à un autre être plus que les autres. Comme ces lois de Jandt qu'a inventé l'auteur norvégien Sandemose au début du XXe siècle, l'un des pires siècles de l'histoire des hommes. Tu ne dois pas croire que tu es plus que les autres, tu ne dois pas te croire plus futé que les autres, etc., etc. Et puis aussi, la compression de toute autorité menaçant la parole de tous, puisque tous se valent, du crétin arrogant jusqu'au plus grand scientifique. C'est très important, puisqu'aujourd'hui tout le monde il a le même droit à la production de bruits de bouche assourdissants, puisque tout le monde il est pareil. Quelqu'un prend de l'ascendant sur les autres, eh bien, qu'à cela ne tienne, on se réunit et, top secret au départ, on le tourne publiquement en dérision, au moyen de quolibets, de calembours et d'absurdités de toutes sortes. Naguère, dans les années 1970, c'est un ethnologue qui décrivait cela dans certaines tribus d'Amazonie. Aujourd'hui, on porte cet auteur au nu et on adopte les coutumes aplatissantes qu'il expose. Et on mélange cela dans une marmelade faite de ce qu'on a compris de ses travaux et des usages de certains moines zen qui cassent dans l'œuf tout raisonnement élaboré et donc toute idée nouvelle. Le tour est joué. Vive la tribu où rien ne dépasse. Et voilà aussi qu'on a cessé de supporter, après 2 siècles, les oppositions jugées superficielles entre les fétiches et les idoles de la politique. Celles surtout entre Jean-Charles Cramont et Lénie Lapointe, ces descendants de 2 dynasties politiques, ces grands pôles d'un pseudo-affrontement au don de ce qu'ils, sur leur Olympe et leurs Champs-Élysées, appellent encore démocratie. Aujourd'hui, dimanche, justement, c'est un grand jour. La colère populaire va départager 2 adversaires, animés eux-mêmes d'une vraie rage personnelle, sinon réellement politique, l'un contre l'autre, une rage qui s'entretient elle-même, à coups d'insultes depuis bien des années. Du sommet de l'immeuble en forme de tour, près de la frontière allemande, je l'appelle ma tour d'ivoire, où je fais mine d'habiter, j'observe la foule immense qui arrive. D'en haut, je distingue bien, en son centre, la salière géante, la poivrière de même taille et le gigantesque pot de moutarde. Le vacarme est indescriptible. La foule arrive à mes pieds, dans le stade que surplombe ma tour. C'est le plus grand stade de la ville. Il peut contenir 50 000 personnes. On s'installe. On met une bonne heure à s'installer. Et les 2 idoles arrivent ensuite, chacune dans sa propre voiture noire. Les voilà enfin, au milieu de la pelouse où s'affrontent d'habitude 22 hommes, qui courent après un gros objet de cuir de forme variable, en forme de rubis ou de sphère lunaire. Aujourd'hui, ce qui s'y fera, c'est le grand maître Jean pas si mal cuit qui nous l'a institué. Ce sera un duel et l'issue en sera décisive. Un cercle d'hommes et de femmes poussant des cris d'animaux serre l'homme blond à l'air gamin et la femme mûre de forte stature à la chevelure mi-longue. Il les serre de très près, comme s'il craignait que l'un des 2 ou les 2 ne prennent la fuite et échappent alors à l'assouvissement peut-être mortel de leur animosité respective et à celle de la population qui très visiblement les hait férocement. Le premier à devoir décocher ses coups et tirer au sort, voilà. C'est Jean-Charles Cramont qui initie le duel. Un duel d'insultes et de diffamation, et celui qui se tiendra quoi aura perdu, mais pas seulement. En tout cas, aujourd'hui, de tels duels ne peuvent s'organiser sans que l'Académie française y mette son grain de sel, un gros grain de sel. C'est le produit de la contradiction d'aujourd'hui, où chacun veut à la fois bruisser et décider de tout et se soumettre à une puissance mythique, à la langue, à son mythe et à ses gardes-chasse.
comme un surmoi pesant, brumeux, omniprésent et sans visage, un miasme de fer. Oui, l'Académie a donc décidé que ce duel, et d'autres après lui, se ferait à coups de distique élégiaque. 6 pieds, un hexamètre, 10 pieds, un pentamètre. On s'enverra la figure des syllabes vengeresses, comme dans l'Iliade, dans Lucrèce et dans Virgile. Mais les 2 idoles de la tribu s'enverront encore d'autres gens de Orion à la tête. Cramon et la Pointe se rapprochent, et puis Cramon, le jeune homme à la tête de premier de la classe vaniteux, se met à hurler de toute sa voix au perché. Il a fait ce qu'il a pu, c'est difficile à composer, les distiques élégiaques. Vipère en satin, serpent fou qui rampe comme son papa, nazi à pastis, Ricardo nazi et des bas-fonds. Et il décoche un grand coup de tête en plein sur la pommette droite de son ennemi public, sinon privé. C'est en effet comme cela qu'on a réglé le duel, en s'inspirant de ces duels à coups de boule que mentionne le grand Passy-Malcuit dans l'un de ses ouvrages destinés au grand public. Ces affrontements, il les a observés chez les Groenlandais de l'Est, à l'époque où leur chevelure battait encore leur chute de rein. On a interprété après lui ces combats diffamatoires et casse-tête comme le summum de la démocratie post-moderne en vigueur. Lenny Lapointe, qui malgré la robustesse de ses genoux, a un peu chancelé sous le coup, réplique avec le résultat de ses efforts méritoires de versification. Nain gaulliste, crypto-socialo, le peuple aura ta peau. Plutocrate salaud, tu payeras cela et Aristo. Suit un ramponneau de la grosse caboche blonde et grondant bas comme un baryton, cette fois sur la pommette gauche de Jean-Charles Cramon. Le ténor de la gauche-droite, du tout en même temps, manque tout juste de s'étaler sur la pelouse tondue ras comme une chevelure de ces paras chers à la famille Lapointe. Et Cramon réplique avec le distique appris tout au long de la semaine, pendant laquelle hexamètre et pentamètre l'ont bien torturé. Des magots en toile de jute, fascistes de Caïra, magouilleuse des bas-fonds, ô vieille bimbo à Vaqueira. L'explosion sur la pommette de la Lapointe se fait alors plus violente encore, parce que, cette fois, la Lapointe a rendu immédiatement le coup d'estoc à la senestre du visage de Cramon. Il n'a pu s'en garder, et il s'en remet avec bien de la peine. Et Lenny Lapointe hurle aussitôt. « Traître de l'Olympe, fils gâté de maman Brigitte. Galopin très pourri, oui, tu vas la voir, ta. » « Ma !» À ces mots, Jean-Charles Cramon ne se sent plus de rage. Il se jette sur l'idole des beaufs, elle se précipite sur lui. Ils se lancent l'un contre l'autre. Les coups de tête pleuvent à un rythme inouï. Pan à senestre sur le gamin pour y gâter, paf à destre sur la garde-chourme extatique. Le sang commence à couler, et comment ? Et abondamment. Et bientôt, les 2 visages sont à ce point enflés qu'on n'y distingue plus les tempes des joues, ni les joues du front. 2 enflures indiscernables. Les yeux disparaissent complètement dans ces 2 masses écarlates et sanglantes. Ainsi se réalise l'idéal démocratique attribué à Jean Passy-Malcuit, cet idéal exaltant qu'il avait repris lui-même de son propre maître, Knud Rasmussen, explorateur du Groenland au début du XXe siècle. C'est du moins ainsi que la population a interprété leur enseignement, dans le sens qui convenait à leurs propres aspirations irréfléchies et à leur tournure d'esprit. Après un combat interminable et incertain et d'innombrables coups de tête, Lenny Lapointe finit par céder devant la teigneuse détermination du petit Jean-Charles, qui pourtant paraît tout mince et tout fluet devant elle. La Madone des Gaulois s'affaisse, complètement déjetée
presque méconnaissable, les yeux engoncés dans la bouillasse gélatineuse de ce qui lui reste de joue, dans ce visage transformé en vaste pommelot à demi éclaté, au teint de grenade. C'est alors que je vois la foule envahir le terrain. Cette masse immense semble déchaînée, mais paraît obéir en même temps à quelques règles fixées à l'avance. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se mettent bientôt à entonner un hymne solennel, puis un autre, puis un autre. Ils descendent tous des tribunes en rang par 10, hurlant très fort leurs refrains, marchant très vite, mais comme au pas de loi, me semble-t-il du haut de ma tour. Ces milliers d'hommes et de femmes, en même temps que d'étranges effigies de lions, portent Lenny-la-Pointe comme en triomphe, très haut, sur une espèce de litière décorée d'un lacis de lianes de houblon et de feuilles de vigne. La dirigeante de l'accointance nationale ressemble à une reine, et c'est vrai que la reine, l'héroïne, c'est elle, puisque c'est elle qui a perdu la partie. C'est une reine sacrée maintenant. La foule innombrable, compacte, porte Lenny la bénie exactement au centre de la pelouse, dans le petit cercle, sur le point duquel les parties commencent et recommencent, ce point qu'on marque à la peinture blanche comme une cible. Il s'arrête. Arrivent enfin ceux qui portent la salière géante et la poivrière, puis ceux qui hurlent des chansons de sacrifice et amènent le pot de moutarde, aussi énorme qu'un dirigeable. En grande pompe, ils en déversent le contenu sur la solide femme mûre à la tête en pamplemousse. Elle ne se débat pas. Elle semble ne pas en avoir envie. Elle a dans sa mémoire des réminiscences de tragédies classiques apprises jadis au lycée. Elle est grande. Elle se sent sublime.